Comment est-ce que tu as pu aussi convaincre cela pour pouvoir être crédible au sud du parti notamment? On est un parti quand même relativement pragmatique avec des gens qui sont au milieu de leur carrière pour la plupart et qui sont assez terre à terre. Ce qui est plus difficile effectivement, c'est dans le débat public avec les autres partis où en fait effectivement tu te rends compte qu'il y a pas mal de dogmes, il y a pas mal de gens qui ont des idées préconçues. Et puis je peux pas dire que j'étais pas comme eux parce que quand j'étais jeune j'étais plutôt orienté socialiste parce que je pense qu'on passe tous un peu par là avec l'envie d'un monde plus juste, etc. Donc ça aide. Ça c'est les points positifs, mais après j'ai aussi eu beaucoup d'échecs dans ma vie qui font que ça te donne une sorte de hargne, une sorte d'envie de prouver, peut-être limite un peu le syndrome de l'imposteur où tu as envie de montrer que tu as les compétences, tu as envie de te battre, tu as envie d'être là. Donc les deux ensemble, à mon avis, ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Quel genre de soutien tu as pu avoir ? Alors, il faut savoir que, contrairement, si tu regardes un petit peu les profils qui ont été candidats à un exécutif, c'est des gens qui sont déjà bien établis, soit dans un conseil communal, soit dans des associations, etc. Et c'est vrai que j'étais un peu le candidat qui représentait un peu la classe moyenne, travailleur, avec une famille, mais qui était un peu un ovni qui venait un peu de nulle part. Donc, je dirais la presse a été assez neutre, c'est-à-dire pas très intéressant. C'est un gars qui est là, mais en fait, il a été mis là, mais pas pour faire grand-chose. Enfin, voilà, il fallait juste trouver quelqu'un, donc c'est Serge. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la discussion. Cette émission a pour objectif de tendre le micro aux voix du juste milieu, loin de la polarisation et avec l'intime conviction que c'est par le dialogue que nous pourrons faire avancer nos sociétés. Pour ce premier épisode, nous accueillons le conseiller communal fraîchement élu et membre du Parti du Centre Lausanne, Serge de Riboupierre, avec lequel nous allons parler de politique et d'engagement et d'élection communale. Serge, bonjour à toi. Hello Ali, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va bien. Ouais, t'as fait bonne route et tout ? Ouais, bah j'habite pas très loin. C'est l'avantage de se voir à Lausanne, tu vois. C'est à 100 minutes, je pense même pas. Non, ouais, je suis à 10 minutes quand même. Ok. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui te connaîtraient pas ? Oui, alors je m'appelle Serge, j'ai 37 ans. Je suis né à Lausanne, j'y ai grandi. Alors j'ai peut-être un peu bougé pour les études à gauche, à droite, mais la majorité de ma vie a été ici. Et puis donc voilà, mon cercle d'amis, mes centres d'intérêt sont à Lausanne ou dans les environs. Je me suis marié à Lausanne, mon premier enfant est né à Lausanne également. Et puis il y a quelques années, je me suis décidé de me lancer en politique. Afin de pouvoir un peu créer une sorte de pont, en tout cas de me placer entre une gauche qui parfois est très dure et une droite qui est un peu, à mon avis, déconnectée de certaines réalités. Et je voulais proposer une alternative. Maintenant, est-ce que ça fonctionne ou pas ? Moi, je pense que oui, on est en train de faire notre chemin, d'où la récente élection, comme tu l'as dit. Et puis, je suis en tout cas très fier d'avoir une communauté qui me suit, d'avoir des amis et de la famille qui me soutiennent. Donc, c'est chouette. Bah, c'est parfait. Écoute, on aura l'occasion de revenir en détail sur tous les points que tu as évoqués. Première question que j'ai, qui en général fait bugger mes autres invités quand je la pose sous un autre format dans mes autres podcasts. Aussi loin que tu t'en souviennes, quel est le premier souvenir que tu as en rapport avec la politique ? Alors ouais, je comprends que ça fasse bugger parce que non, mais c'est une bonne question parce que qu'est-ce que la politique en fait au final ? Est-ce que c'est vraiment regarder les élections, de voir comment se passent les choses, etc., ou est-ce que c'est finalement un peu la vie de tous les jours ? Et je pense que premier rapport, ou premier point qui m'a vraiment posé question, et là j'étais encore assez jeune, c'est alors peut-être vous avez pas connu, mais c'est EVM. EVM, c'était le nouveau programme scolaire ou la nouvelle manière avant maintenant Armos qui était de catégoriser les élèves après la 6e. Donc on avait le cycle d'orientation 5-6, puis après il fallait les catégoriser option, générale, baccalauréat. Ah, c'est quand il y avait VSB, GO, ouais, exactement, okay, exactement, VSO, VSB, VSG et tout ça. Et nous on était la première volée à aller dans ce sens-là. Donc on était en 6e quand ça a changé et on était la première volée à passer en VSB, VSG, etc. Alors, il y avait ceux qui étaient déjà, qui ont juste été recatégorisés, mais nous, on était la première volée qui passait de l'ancien cycle au nouveau cycle. Puis, on s'est posé la question, mais pourquoi tout le temps changer ? Avant, tu avais les notes sur 10, puis après, tu avais les LA, AA, machin. Oui. Puis après, on est repassé plus tard à des notes de 1 sur 6. Puis, en fait,
on comprend vite que la politique, à la fin, il faut proposer des choses, des idées des fois qui font pas vraiment avancer le fond, mais qui travaillent sur la forme pour faire plaisir à des électeurs, pour montrer qu'on apporte de nouvelles idées, mais c'est pas toujours porteur de résultats. Et puis voilà, grand questionnement. Il y a eu beaucoup de changements de modèle dans ce domaine-là, et c'est la première fois que je me suis demandé, mais en fait, ils foutent quoi ces gars? Parce que, à la fin, t'as l'impression un peu de subir ce changement ce changement de système. Tu sais jamais comment toi-même t'auto-évaluer, ce qui est attendu de toi, quelle note tu dois avoir pour pouvoir arriver à tes objectifs. Et c'est en tant qu'élève à cette époque-là, je me rappelle que j'avais quand même beaucoup d'incompréhension. Ok, d'accord. Justement, tu parles de tes années à l'école. Toi, tu as grandi, si je me trompe pas, à Entrebois. Ouais, c'est ça. Un quartier très multiculturel. Oui. Comment est-ce que tu décrirais ton environnement? L'environnement, pour moi, il était... alors, bien sûr, quand t'es enfant, t'es dur entre enfants, hein, mais ça, c'est pas propre au quartier. Là, je le vois avec mon petit à la crèche. Les enfants, des fois, ils sont assez cruels entre eux. Mais il y en a certains, ils mordent. Ils mordent, ils disent tout. Donc, mais le quartier en soi, je l'ai trouvé très familial. Une sorte de village dans la ville. Avec plus ou moins tout le monde qui se connaissait, tu dis bonjour à tout le monde, peu importe la nationalité. Moi, dans mon bâtiment, je sais pas combien de nationalités on avait, mais on avait des Albanais, des Kosovars, des Italiens, des Espagnols, des Tunisiens. Et puis, je trouve que ça, quand tu fais la soirée des voisins, la fête des voisins, et que tout le monde apporte un truc à manger et tout, t'as les barrières qui tombent. Et moi, c'est vraiment un souvenir que j'apprécie. C'est le genre de quartier dans lequel je me sens bien. Aujourd'hui, je vis dans un quartier assez similaire. Et voilà, vraiment un bon souvenir. Ok. Joueur de foot aussi à tes heures perdues? Ouais, mes heures perdues. Alors, pas aussi bon que je l'aurais voulu. J'ai joué dans des équipes qui étaient bonnes, mais j'étais le moins bon de l'équipe qui était bonne. Donc, voilà, j'ai quand même fait beaucoup d'entraînement, beaucoup de sport. Mais j'ai une morphologie qui prend assez vite, donc pendant les périodes de pause. Donc, t'es tout le temps, en fait, en train de courir après ton poids de forme. Techniquement, j'étais un petit peu limité. Mais ouais, le foot, je trouve que c'est... Alors, je suis pas très très bon en soi, je me débrouille, mais je trouve que c'est quelque chose qui m'a quand même permis de créer un cercle d'amis. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir ces activités, que ça peut être le foot, le basket ou autre chose, pour créer un tissu social. Bien sûr. Et à l'école, je pense que ça aide aussi, tu vois, de t'intégrer, d'avoir un point commun avec plein d'autres élèves, de prendre un ballon, puis hop, les barrières tombent. Donc voilà, ouais, foot, j'aime beaucoup. Je suis fan du Lausanne Sport. Tu y étais même, non? Un moment. De manière amatrice. Ouais, un moment, ouais. Et puis là, bah, c'est resté mon club de cœur, quoi. Je les suis, même quand ils étaient en deuxième Ligue Inter et que c'était pas la meilleure des équipes, on va pas se mentir. Bon, ça l'est toujours pas, hein. La saison était en dessous de nos attentes, mais ça reste l'équipe que je soutiens, ouais. Bien sûr. Justement, tu nous parles de football, tu nous parles de ton environnement multiculturel. En quoi est-ce que tous ces éléments en quoi est-ce que ça a forgé finalement la personne que tu es devenue aujourd'hui? Bah, je pense qu'il y a ces environnements-là qui sont plutôt positifs, le sport, l'esprit d'équipe, ne pas avoir de préjugés, hein, d'être ouvert aux autres, peu importe leurs origines, leur genre, leur identité de genre, peu importe comment la personne se voit. Moi, je suis ouvert un peu à tout et je pense que c'est ça, plus les voyages, hein. J'ai aussi pas mal voyagé, j'ai vécu un moment aux États-Unis aussi, voir d'autres choses t'ouvre. Donc ça aide. Ça, c'est les points positifs. Mais après, j'ai aussi eu beaucoup d'échecs dans ma vie qui font que ça te donne une sorte de hargne, une sorte d'envie de prouver, peut-être limite un peu le syndrome de l'imposteur où t'as envie de montrer que t'as les compétences, t'as envie de te battre, t'as envie d'être là. Donc les deux ensemble, à mon avis, ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, qui lâche rarement quelque chose, qui est prêt à discuter longtemps pour pouvoir convaincre et puis pour pouvoir trouver finalement un certain consensus et puis penser aussi à l'autre. J'ai une certaine empathie par aussi les difficultés que j'ai pu avoir, ou quand je me dis ben voilà, en face de moi j'ai quelqu'un qui a des difficultés, ben je suis capable de comprendre ce qu'elle essaie de m'expliquer. Donc tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ben voilà, je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas j'essaie d'avoir une personnalité qui est ouverte, qui permette de la discussion et puis ouais, j'imagine que je suis pas la personne qui va te juger pour ton apparence ou bien d'où tu viens ou peu importe. Bien sûr, bien sûr. Et quand est-ce que l'engagement politique va faire écho en toi avant de le prendre vraiment à bras le corps? Quand est-ce que tu vas dire quelque chose dans ce système me paraît
me paraît défaillant et il faudrait que je fasse quelque chose à mon échelle. Ouais, alors c'était... quand j'ai fini où j'approchais de la fin de ma formation professionnelle continue, donc la politique, faut savoir que j'ai une formation en économie, donc la politique influe beaucoup, que ce soit micro ou macro, sur finalement la politique, l'économie d'entreprise ou en tout cas l'entrepreneuriat en soi. Hein, t'es directement impacté par les décisions, les lois qui sortent, donc forcément tu dois toujours être un peu à l'écoute. Mais par contre, là où j'ai décidé d'être un peu plus actif, c'est quand mes objectifs étaient atteints. J'avais une ligne de développement personnel qui était je dirais, assez tracée. Et j'avais des objectifs absolument que je voulais finir d'abord. Puis une fois qu'il y a eu ce vide qui arrivait et que les objectifs étaient atteints, je me suis dit, ok, maintenant, comment est-ce que je peux redonner un petit peu à la société? Et il y avait effectivement un point qui me paraissait un petit peu dur à l'époque, c'est qu'avec ma femme, on venait de vraiment passer au niveau supérieur et on voulait avoir un enfant et on se posait beaucoup de questions. Est-ce qu'on descendait nos taux? Est-ce qu'on était prêt à prendre le risque de pas avoir des solutions de garde? Et je dirais qu'en fait, et je sais que dans mes amis, on n'a pas forcément un consensus là-dessus ou on n'est pas forcément d'accord sur le fait que j'aurais dû attendre aussi longtemps ou pas, peu importe. Ça, c'est des histoires assez perso. Bien sûr. Mais par contre, effectivement, on avait un peu peur de pas avoir de solution de garde si tout d'un coup on avait un enfant. Et on se disait, mais on peut pas être les seuls là-dedans. Donc on a intégré des cercles de parents. On a aussi une communauté qui était juste là à côté, à la confrérie, avec plein de parents, etc. Et on discutait, et les situations où tout d'un coup, tu as ton enfant, il a 1 an et tu n'as toujours pas de solution de garde, ça prétérite tout le monde en fait. Et c'est souvent malheureusement la femme qui reste à la maison. Donc nous, on voulait pas tomber dans cette situation-là. Ma femme, elle a beaucoup travaillé pour construire son profil aujourd'hui. Elle sait pas qu'elle est carriériste, mais elle a envie de travailler, d'avoir un cercle social aussi. Bien sûr. Et puis tout simplement avec l'augmentation des coûts, on n'arrivait pas à tourner à l'époque. Maintenant, c'est un peu différent, mais à l'époque, on n'arrivait pas à tourner avec un seul salaire. On avait des petits salaires et c'était très difficile de se séparer totalement d'un de l'autre. Donc, on avait un peu peur de ça. Et puis, c'est comme ça que je me suis un peu lancé et j'ai commencé à intégrer le centre qui avait des sous-commissions, des sous-groupes, notamment sur les affaires familiales. J'ai aussi rejoint le comité de direction de Profamilia Vaud et dans le but de faire avancer un petit peu ce sujet-là et de créer un peu plus d'offres de garde pour les jeunes parents. Ok, donc ton engagement, notamment via Profamilia, il était surtout sur le terrain avant d'avoir des ambitions institutionnelles, en fait. C'est ça. À la base, j'étais bien au centre pour participer à des groupes de réflexion, pour construire le programme, parce que je voulais pas rejoindre le centre quand il s'appelait encore PDC, parce que pour moi, c'était pas assez ouvert d'avoir cette notion de religion derrière, hein, parce que finalement, j'avais l'impression que les gens qui intégraient au parti étaient forcément chrétiens. Bien sûr. Et puis aujourd'hui, on vit dans un milieu cosmopolite où, à mon avis, on doit vivre en société, peu importe la religion qu'il y a derrière. Et moi-même n'étant pas forcément chrétien non plus, même si j'adhère à certaines valeurs, voilà, c'était bloquant pour moi. Quand il est passé le centre, avec ce changement de nom, je m'y suis plus retrouvé. Et je voulais plutôt être dans la construction du nouveau programme. On était vraiment, on repartait à zéro. Et voilà. Donc à la base, j'étais plutôt dans l'ombre, même si j'étais porteur d'eau pour plusieurs élections communales, cantonales ou fédérales, mais j'avais pas vraiment l'ambition d'être élu. D'accord. Et justement, quand est-ce que l'ambition va commencer à s'installer pour toi ? À force d'être impliqué dans différents cercles de réflexion, puis voilà, on est devenus parents, on a aussi compris que la ville se traduisait autrement pour nous, hein, que ça soit en se déplaçant en poussette ou bien dans les magasins qui se fermaient aussi post-Covid. Donc il y avait plein finalement la vie quotidienne fait que tu commences à avoir un avis sur tout du moment où tu es un peu politisé, tu vois. Et puis étant donné que je suis quelqu'un qui est orienté solution, c'est voilà, peut-être une déformation professionnelle, mais dans mon métier, quand on identifie un problème et que tu vas vers tes directeurs et que tu dis voilà, il y a un problème, il va dire ok, mais c'est quoi la solution? Et là, la même chose quand tu vas dans la ville, puis tu vois plein de choses qui fonctionnent pas, en tout cas que tu penses ça pourrait
fonctionner mieux. L'idée, c'est pas juste de dire ça va pas, c'est ok, ça va pas, mais comment on pourrait faire autrement? Bien sûr. Et en fait, c'est une déformation un peu professionnelle qui se construit. Je dis pas que tu as toujours les bonnes réponses, mais en tout cas, tu as des idées. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, comment faire entendre ces idées sans être élu? Et à Lausanne, c'est très difficile. Et après, on a eu cette élection au niveau de la section pour définir qui allait être le candidat à la municipalité. Et je me suis dit, écoute, au bout d'un moment, c'est bien de se plaindre, mais personne ne peut entendre tes solutions. Alors, pourquoi pas utiliser ça pour rentrer un peu plus dans le débat et un peu plus dans le game, quoi. Ok. Et justement, on sait très bien que la politique, au-delà d'être, comme tu dis, il y a des profils comme le tien qui sont très orientés solutions, mais il y a aussi énormément de théoriciens, d'idéologues, de philosophes. Comment est-ce que tu as pu aussi convaincre ceux-là pour pouvoir être crédible au sud du parti, notamment? Dans le parti, on est un parti quand même relativement pragmatique, avec des gens qui sont au milieu de leur carrière pour la plupart, et qui sont assez terre à terre. Ils ont des backgrounds, des profils qui les rend justement loin d'être des théoriciens, mais plutôt dans le même état d'esprit que moi. Donc, dans le parti, ça a été, je pense, assez vite acquis. D'accord. Ce qui est plus difficile, effectivement, c'est dans le débat public avec les autres partis, où en fait, effectivement, tu te rends compte qu'il y a pas mal de dogmes, il y a pas mal de gens qui ont des idées préconçues. Et puis, je peux pas dire que j'étais pas comme eux, parce que quand j'étais jeune, j'étais plutôt orienté socialiste, parce que je pense qu'on passe tous un peu par là, avec l'envie d'un monde plus juste, etc. Puis après, tu as quand même certaines réalités, notamment économiques ou sur la sécurité, qui font que tu dois quand même faire malgré tout des efforts sur certains aspects où tu te sens peut-être un peu moins idéaliste, mais qui sont absolument utiles pour le bien commun. Donc là, c'est vrai que c'est plus difficile de convaincre ces gens-là, mais c'est vrai des deux côtés, hein, parce que dans certains partis de droite, t'en as qui pensent que la solution est dans plus de sécurité, plus de police, moins d'immigration. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, c'est moins de riches, plus de taxes et puis plus de répartition des revenus. Et puis en fait, la réalité, elle est un peu vraie des deux côtés. Oui, il te faut de la sécurité, oui, il te faut contrôler un petit peu malgré tout. Tu dois en fait mettre des règles pour que tout le monde puisse jouer avec les mêmes cartes en main. Le problème, c'est que si tout d'un coup, tu as une société où les dés sont pipés, puis que tu as toujours une certaine élite qui s'en sort mieux que les autres, parce que en fait les règles sont pas les mêmes pour tout le monde, ça va pas. Donc tu dois avoir un certain cadre. La droite en général aime bien les cadres, mais voilà, c'est pas forcément toujours équitable. Et puis la gauche, elle amène cette équité là. Elle amène se dire voilà, on est tous pareils, on est tous égaux au final. Et puis tu as besoin du mélange des deux. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé au centre. Je pense qu'il y a de bonnes idées des deux côtés, et il faut aller regarder un peu au-delà des couleurs des partis, et puis essayer de voir quel est le meilleur mélange, le meilleur équilibre pour la société, quoi. Bien sûr. Tu es donc porté par le parti pour les élections communales de 2026. Est-ce que tu as eu à faire d'autres campagnes avant, ou c'était vraiment ta toute première campagne? Alors à ce niveau-là, oui, parce que c'était pour l'exécutif, donc tu es quand même beaucoup plus médiatisé. Bien sûr. J'avais déjà fait les communales pour la législature précédente, pour 2021. C'était ma première campagne. Ça s'était plutôt bien passé, mais j'étais beaucoup moins engagé que maintenant. Et puis après, je me suis juste mis en tant que porteur d'eau pour les cantonales et puis les fédérales. Mais le programme en arrière-plan, j'y avais beaucoup contribué. Donc ça, c'était très enrichissant, et ça m'a permis de pouvoir travailler avec les Verts libéraux, avec qui on a quand même beaucoup de synergie, de pouvoir établir le programme pour la législature qui va arriver, et puis bien sûr pour les élections. Donc c'était à ce niveau-là, effectivement, aussi intense, aussi engagé. C'était la première vraie campagne, je vais le dire ça comme ça, quoi. D'accord. Et justement, pour celles et ceux qui sauraient pas, comment est-ce que ça se passe une campagne concrètement? C'est un petit peu... Dans le sens où, si tu choisis que tu veux te présenter, d'accord, très bien, et ensuite,
Et qu'est-ce que tu fais? Ensuite, déjà, tu as le parti qui se prépare un peu en amont avec des discussions déjà globales sur les alliances potentielles avec d'autres parties de l'échiquier. La réalité, c'est que le centre sur le canton de Vaud est quand même relativement petit. Donc, dans les communes ou à l'échelle même cantonale, il faut, à mon sens, partir avec une stratégie d'alliance et puis se rapprocher du parti qui ferait le mieux l'affaire. Et là, c'est là où la première étape est très importante, c'est que tu dois définir le parti pour définir ensuite une stratégie. Et là, on a défini donc de partir avec les Verts libéraux qui, sur le fond, je pense que tu as non seulement le programme qui est assez bien en synergie, puis tu as aussi les valeurs. Ensuite, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le parti appelle à candidature d'abord le candidat à la municipalité, parce que c'est ce qui va vraiment être le fer de lance ou la locomotive de la campagne. Et donc là, il y a eu cet appel à candidature. Nous étions plusieurs. Ensuite, organisé l'assemblée générale de la section qui va voter sur son candidat, mais aussi valider la stratégie d'alliance. Et donc, le candidat, les deux candidats ou trois candidats potentiels sont amenés à débattre. Et puis, à la fin, il y a un vote. Et on nous demande de re-rentrer dans la salle une fois que le vote est terminé. Puis ensuite, on apprend qui est le candidat élu. Et donc, c'est déjà un acte de démocratie. Et ensuite, on va établir avec le parti avec lequel on part en alliance, de savoir est-ce qu'on fait une liste commune, pas liste commune, etc. Donc ça se discute. Et une fois que c'est fait, il y a un comité de campagne qui va se mettre en place, dont les deux candidats à la municipalité, là on en avait un pour chaque parti, fait partie du comité de campagne. Et puis ensuite, on va établir le programme. Et là, le programme s'est établi conjointement également. Et après, au fur et à mesure, on va avancer dans la campagne avec différentes échéances, avec une collaboration très serrée. Et puis effectivement, tu te rends compte que tu deviens vraiment une des locomotives avec Virginie, donc Virginie Cavalli, qui était la candidate des Verts Libres, qui a été une incroyable locomotive dans ce projet-là. Et puis tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses en fait que tu dois faire. C'est très opérationnel. Tu donnes tes avis sur les flyers, tu donnes tes avis sur le programme, tu es amené à rédiger, tu revois les communiqués de presse. Ma femme et moi, on a fait le site internet de campagne. Donc, on n'est pas un gros parti où tu as 40 000 petites mains, on va dire, qui sont là pour te supporter, etc. Tu as effectivement une équipe qui est là, qui t'aide, mais en fait, au final, tu fais beaucoup de choses toi-même. Donc, c'est très... Voilà, ça, c'est l'étape d'après. Et après, au fur et à mesure que tu t'approches des élections, tu as de plus en plus de débats, d'interviews, et là, ça devient... t'es moins dans l'opérationnel. Je fais les choses parce que tout ça, tu dois faire en amont, tu dois être préparé. Puis après, en fait, tu te laisses un peu guider par le move de la campagne jusqu'aux élections. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler un peu des aventures au marché? Parce que finalement, c'est là où tu prends vraiment le pouls de la population, où tu dis, très vulgarisé, salut, c'est Serge, je me présente, vote pour moi, quoi, complètement. Ouais. Donc, comment est-ce que tu as abordé ce contact au marché? L'avantage, c'est que j'avais déjà l'expérience d'aller distribuer des flyers quand je soutenais les autres campagnes, ou bien certaines votations, certaines initiatives pour la collecte de signatures. Donc, le marché, c'est assez connu. Mais quand c'est pour soi, c'est pas pareil. La même chose, c'est pas pareil. Donc, au début, t'es un petit peu timide, forcément. Puis, au fur et à mesure, le fait d'avoir des affiches en grand avec ta photo, ça aide, ça interpelle les gens. Les gens viennent te parler beaucoup. Et puis après, tu restes toi-même. Hein. Là, je pense que il faut pas tout d'un coup prendre la grosse tête parce que c'est toi qu'on voit le plus ou qui est le plus médiatisé. Puis moi, c'est l'avantage, c'est que je suis assez ouvert aux autres, donc j'aime bien aussi apprendre à connaître les gens. Et puis finalement, tu vois souvent les mêmes têtes, puis ils reviennent souvent te parler, et puis c'est assez bon enfant. Et cette campagne-là, par rapport à d'autres où ça a été plus, je trouve, agressif ou négatif, cette campagne, finalement, les gens sont venus, puis il y a eu une sorte de bonhomie ambiante où finalement c'était assez sympa, assez chaleureux. Par contre, je pense que là, le problème, c'était les ressources. On n'avait pas forcément, dès le début de la campagne, assez de monde à disposition, mais on devrait faire plus d'actions dans les quartiers. Parce que le problème, c'est qu'au marché, c'est souvent les mêmes personnes que tu vois. C'est en général, et je veux pas du tout mettre d'étiquette, mais c'est quand même des personnes d'un certain âge, en tout cas... tu vois moins de jeunes, peut-être parce qu'ils sortent le vendredi, puis que le samedi matin, c'est grasse matinée. Voilà. Mais en tout cas, tu vois plus de familles, tu vois plus de personnes âgées.
mais tu vois pas forcément les jeunes qui sont ceux que tu dois encourager à voter. Et je pense d'aller dans les quartiers, dans les maisons de quartier, un petit peu plus, ou bien dans je sais pas, au Lidl à Maillefer, ou bien devant les Coop ou les Migros, et essayer d'aller engager directement là où sont les jeunes. C'est peut-être plus porteur, mais forcément il faut plus de ressources pour pouvoir se disperser, parce que tu dois couvrir quand même malgré tout le spectre d'événements qui se passent, au maximum en tout cas. Et je pense que si c'était à refaire, on ferait un peu plus dans les quartiers. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote que tu voudrais nous partager, que ce soit au marché, pendant tes prises de contact avec les personnes ou autres? Alors alors je sais pas si c'est une anecdote, mais c'est vraiment une sorte de running event. C'est un truc qui se passe pratiquement tous les samedis. Alors il y a un monsieur très sympa dont malheureusement j'ai oublié le nom, mais en fait il est très attaché aux chiens d'aide judiciaire, en fait, d'assistance judiciaire. D'accord. Puis il a ce projet de vouloir, et je pense que tous ceux qui vont écouter, qui ont fait un marché à Lausanne voient de qui je parle. C'est quelqu'un qui attaché à la plus-value du chien dans les procédures judiciaires pour assister les victimes, etc. Mais qu'il le voudrait potentiellement aussi dans les écoles pour apaiser les conflits, dans des histoires de médiation, etc. Et puis, il essaie de parler à tout le monde de ses projets. Il est dans une sorte de pétition qui finit jamais, donc il collecte des signatures mais sans vraiment les collecter. Puis il vient tout le temps de parler, puis il parle à tous les bords politiques et il a toujours les mêmes anecdotes. Alors il aime bien aller au Québec, il aime bien. C'est quelqu'un franchement de très humain, de très sympathique, toujours souriant. Mais effectivement, c'est un peu toujours le même disque. Et puis j'espère juste que son projet va aboutir, parce que effectivement c'est un joli projet. Je pense effectivement dans certains pays les chiens sont utilisés pour l'aide aux victimes, ça apaise, ça permet de se libérer un petit peu et de canaliser les émotions. Et voilà. Donc je pense que ça part d'une très bonne initiative ce qu'il fait, mais c'est marrant parce que tu le vois toujours et il est toujours là aux mêmes heures. Donc ça c'est vraiment très drôle. Enfin voilà, je pense que tous ceux qui ont fait un marché, pour peu importe le parti, se rappelleront de lui. Ah, c'est top. Et comment est-ce que tu as eu comment a été accueillie ta campagne déjà par la masse, on va dire ça comme ça, et par des soutiens un peu plus de poids. Enfin, quel genre de soutien tu as pu avoir? Alors, il faut savoir que contrairement, si tu regardes un petit peu les profils qui ont été candidats à un exécutif, c'est des gens qui sont déjà bien établis, soit dans un conseil communal, soit dans des associations, etc. Et c'est vrai que j'étais un peu le candidat qui représentait un peu la classe moyenne, travailleur, avec une famille, mais qui était un peu un ovni qui venait un peu de nulle part. Donc, je dirais la presse a été assez neutre, c'est-à-dire pas très intéressant. C'est un gars qui est là, mais en fait, il a été mis là, mais pas pour faire grand chose. Enfin, voilà, il fallait juste trouver quelqu'un, donc c'est Serge. Donc, c'est un peu le sentiment que j'ai eu de la part des médias, en tout cas. D'accord. Par contre, au sein des cercles économiques ou bien dans les partis, la crédibilité, elle est venue quand même assez vite. Alors, dans notre parti, via Isabelle Chapuis ou d'autres grands noms du parti, notamment sur le canton, des figures cantonales très très connues, mais voilà. J'ai eu un soutien vraiment du parti de partout. Et puis, et ça m'a permis d'ouvrir des portes. Peu importe ce qu'on en dise aujourd'hui, et c'est absolument pas le sujet de ce qui se passe avec Valérie, mais Valérie a été quelqu'un qui m'a permis de rencontrer des gens dans les cercles économiques de la région, en m'invitant à des événements ou autres, qui m'a permis de rencontrer des entrepreneurs, permis de rencontrer des gens d'associations, beaucoup d'associations aussi, et en fait t'es obligé d'aller prendre l'information. Tu peux pas tout connaître, tu peux pas avoir une vision d'ensemble si tu restes dans ton coin avec tes idées reçues. Donc elle m'a ouvert beaucoup de portes. D'accord. On a été et j'en suis vraiment très reconnaissant. On a été j'ai vite gagné de la crédibilité, que ce soit au centre patronal, l'économie régionale Lausanne, peu importe. Là, donc ces milieux-là, ces milieux d'intérêt, surtout parce que j'ai déjà été aussi lié à ce genre de milieu via Profamilia. Donc là, il y avait par ton métier aussi. Par mon métier, donc les milieux économiques, et vu que je suis membre d'Expertise,
versus aussi, ça, t'as un label de qualité. Donc là, on m'a vu un peu comme un candidat crédible pour les milieux économiques. Et donc, voilà, ça a été bien pris. Mais je dirais que le grand public, c'est un peu qui, c'est inconnu. Voilà, on sait pas. Et les médias, très indifférents. Ok, d'accord. Très bien. Justement, tu disais que tu cherchais à prendre l'information auprès de ceux qui l'ont ou ceux qui vivent aussi ce que tu défends. Tu as eu l'assez bonne idée de faire une étude envers les commerçants lausannois. Tu as été sondé près d'une centaine de commerçants sur leur situation, ce qu'ils vivent, etc. Comment est-ce que ça t'est venu l'idée ? Comment est-ce que ça a été accueilli et qu'est-ce que tu en as retiré ? Bon, alors, tu vois, je suis parti du postulat quand je me suis engagé de dire, voilà, je vois ma ville qui change avec les magasins qui ferment les uns après les autres, qui trouvent pas forcément une nouvelle enseigne pour remplacer. Il y a pas toujours forcément une rénovation, donc c'est pas tout le temps pour dire, bah tiens, voilà, on casse le bail, on rénove et on retrouve quelqu'un d'autre. Donc tu vois que c'est des vitrines qui restent vides assez longtemps. Celles qui ont un nouveau shop, comme par exemple vers la Riponne, avant d'avoir une pharmacie Bénu, on a eu une épicerie italienne, puis avant on en a eu un magasin d'habits, puis ça change et ça reste jamais plus de 6 mois, un an, et puis au final, tu voyais que la mayonnaise avait de la peine à prendre. Et ça me peine beaucoup parce que c'est pas du tout la Lausanne que j'envisage, tu vois. Moi, j'envisage une Lausanne, oui, tu vas à pied, peu importe comment tu vas au centre-ville, mais tu profites de ton centre-ville avec des terrasses qui fonctionnent, avec des magasins qui sont attractifs. Ça peut être de l'économie locale avec des produits locaux ou pas, peu importe, mais un centre-ville qui vit. Et là, j'ai l'impression qu'il mourait un petit peu, mais je comprenais pas vraiment pourquoi. Tu vois, je suis pas, même si je travaille dans le milieu économique, je suis pas forcément entrepreneur, j'ai pas forcément je suis pas commerçant, j'ai pas ma boulangerie ou ma boucherie, donc je peux pas comprendre forcément la réalité qui est vécue par ces gens-là au quotidien. Et donc, je me suis dit, écoute, j'ai pas envie de passer par les lobbies ou les associations fêtières et avoir peut-être un résumé un peu édulcoré ou très simplifié de la situation. J'ai envie d'avoir parfois, ou biaisé, ouais. Donc j'ai vraiment envie d'avoir ce pouls directement à la source. Donc au début, j'étais un peu optimiste. Je me suis dit, ouais, bon, Lausanne, c'est pas une si grande ville. Je vais faire mon flyer avec mon QR code pour répondre à l'étude en ligne. Puis je vais aller le distribuer directement dans les magasins. Puis quand tout d'un coup, je me suis rendu compte, tiens, faire une rue entière, vu que les gens te parlent quand tu vas leur distribuer le truc, c'est pas genre, oui, je vais remplir plus tard. C'est non, je déballe tout ce que j'ai dans le sac, quoi. Et donc, en fait, tu fais un magasin, ça te prend 15-20 minutes. T'en fais un deuxième, ça te prend 15 minutes. Puis en fait, t'as une rue où t'en as une trentaine, bah, hop, t'as vite une journée de prix, quoi. Quand même. Donc, je me dis, mince, les centaines de commerces qu'il y a à Lausanne, je vais pas pouvoir tous les faire à pied, quoi. Forcément. Donc, les mois passaient, je me suis mis en juillet, arrivé à peu près à septembre, j'en avais fait quand même plus d'une centaine à pied et j'avais peut-être 35 réponses, ce qui est déjà pas mal comme taux de retour. Bien sûr. Puis au bout d'un moment, il fallait passer le cran au-dessus et puis là, les associations de commerçants, sans me donner l'information, enfin, sans me donner eux-mêmes leur version et leurs chiffres de la réalité économique, on dit, écoutez, on va envoyer votre étude directement à nos membres et les membres vont répondre. Puis voilà. Et là, tout d'un coup, j'ai eu beaucoup de membres qui ont commencé à répondre. Et j'ai dû, mais là, ça a été un petit peu difficile, éliminer les doublons parce que des fois, vu que je suis pas là pour expliquer le but de l'étude et comment elle fonctionne, il y a des gens qui lisaient pas forcément tout le mode d'emploi. Puis en fait, si tu avais 3 employés dans le magasin, les 3 remplissaient l'étude. Donc il a fallu quand même assez regarder, assez nettoyer. Puis ça m'a pris quand même à peu près 1 mois. Donc la fin de l'étude, je l'ai bouclée fin octobre. Puis après, ça m'a pris à peu près 1 mois pour établir les résultats de l'étude. Et puis pour que ça soit net, et en début décembre, j'ai sorti les résultats. Et donc, je voulais donner d'abord une primeur aux commerçants qui ont participé. Donc, on a fait un petit déjeuner où j'ai invité les associations commerçantes et les commerçants qui avaient envie de venir. Donc, on a à peu près, je dirais une dizaine de personnes qui sont quand même assez actives dans le milieu, qui sont venues. Puis, j'avais regardé quels médias voulaient avoir une exclusivité sur ce résultat-là. Forcément, vu que j'ai été
une personne assez lambda pour la plupart des médias, ça a été difficile de trouver un écho, mais Lausanne Cité a pris volontiers le sujet. Et puis voilà. Donc c'est comme ça que c'est lancé. LFM aussi, tu as pu en parler. LFM, effectivement. Donc LFM a été assez bienveillant, m'invitant aussi sa neuf. Bien sûr. Et ça a été voilà, très 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 bien. Les questions, elles ont été très je veux dire très honnête, on n'a pas essayé de descendre l'étude et j'assume aussi le fait que ça soit une étude assez amateur, dans le sens où le but n'est pas forcément d'arriver avec des données statistiques, avec une méthodologie d'échantillonnage très approfondie, etc. C'est d'avoir un sentiment, de donner la parole à des gens qui vivent un certain quotidien, qui est peut-être méconnu de la plupart des gens, et moi de pouvoir comprendre quelles sont les mesures qu'on avait déjà dans le programme à ce moment-là qui peuvent être utiles à ces commerçants-là. Tous les commerces ne sont pas pareils, tous les lieux commerçants à Lausanne ne vivent pas les mêmes difficultés ou n'ont pas les mêmes avantages. Donc voilà, je voulais juste être sûr de ne pas proposer des idées débiles qui viennent d'une tour d'ivoire où finalement on a nos propres valeurs puis on s'en fiche du reste. Je voulais vraiment voir si ce que je proposais correspondait à la réalité du terrain. Et en quelques mots, qu'est-ce que tu as pu tirer de cette étude? Quels sont les défis que les commerçantes et commerçants rencontrent? Ce qui est drôle, c'est que tu as... Alors, tu as des quartiers qui ont vraiment des difficultés très différentes. Ce que tu vis au Flon n'est pas du tout la même chose que ce que tu vivrais autour de la Riponne. Bien sûr. Donc, même si c'est une ville qui est assez petite. Mais les grosses difficultés ont été assez similaire, peu importe l'ordre de priorité. Ça a été la mobilité, ça a été la sécurité et puis effectivement la surcharge, on va dire, administrative et les loyers. Et bien sûr, là, en trame de fond, tu as le changement des habitudes des consommateurs. Alors, ça a toujours existé, les changements d'habitudes. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu la vente par correspondance qui avait quand même pas mal modifié la donne. Après, tu as eu Internet. Après, voilà, tu as différentes choses dans la vie qui font en sorte que les habitudes changent. Mais là, on vit dans un monde où les habitudes changent très vite. Et je pense que les commerçants en sont conscients, essaient d'apporter une offre différenciée de ce que tu peux avoir sur Internet. Mais par contre, tu as un millefeuille de difficultés qui ressortait. Et c'est ce qu'on a essayé de vouloir faire comprendre aux gens qui prenaient le temps de nous écouter, dire... On n'est pas en train de dire qu'il faut venir carrément se parquer devant le commerce avec sa bagnole pour que le commerce fonctionne. C'est pas ce qu'on dit. Mais en fait, il faut donner un peu d'air au commerçant pour que le commerçant puisse se concentrer sur comment transitionner son business pour l'adapter à un système économique qui change. Et c'est clair que si tu lui rajoutes en plus d'un système qui est compliqué aujourd'hui, très concurrentiel, tu lui dis on va fermer ta route, les transports publics, on sait pas trop comment ils vont desservir ton quartier, on va mettre 1000 travaux, puis tu vas avoir 3 samedis de suite des manifestations qui vont t'obliger de fermer. Donc vu que forcément tu as un commerce en présentiel, c'est les samedis où tu as le plus de passages, mais tu peux pas travailler 3 samedis dans le même mois, donc ton chiffre d'affaires il est quasiment inexistant. Ensuite les loyers, vu qu'on est dans un milieu libéral, c'est l'offre et la demande. Nous, ville, commune, État, on peut pas trop t'aider. Et puis, on va te faire des contrôles de la police du commerce régulièrement. Tu vas avoir des amendes. On va te demander de faire des demandes de permis assez régulièrement, des patentes, des ci et ça. Ouais. Puis au final, tu te retrouves dans un milieu où t'as tellement de contraintes en plus et c'est ça qui jouait pas. Et c'est, je pense, ce qu'il faut retenir de l'étude, c'est que on a un rôle en tant qu'élus régionaux, que ça peut être canton ou commune. On doit faire en sorte que l'environnement soit serein et propice pour nos commerçants pour qu'ils puissent se focaliser sur la nature de leur business, que ça soit une boucherie, un coiffeur ou un magasin de mode, peu importe. Ils doivent s'adapter, ils ont leurs contraintes économiques, mais nous, on doit leur donner le cadre. Bien sûr. Très bien. Tu as donc été élu pour la législature 2026-2031 au conseil communal. Malheureusement, tu n'as pas eu le siège au conseil municipal. C'est que partie remise, je suppose. Tu penses à te représenter à la municipalité dans 5 ans ou... Alors, une chose après l'autre, parce que là maintenant, il y a une législature qui va commencer. On a fait... à mon avis, il y a pas mal de choses qui pourront être faites. On va avoir une législature assez dure parce que finalement, le conseil communal, c'est assez polarisé. Donc, on va voir déjà comment je vis ces années-là, si on arrive à collaborer avec les autres partis, ce que j'espère.
Et puis, si je vois que mes idées portent, si je vois qu'on a une bonne collaboration au sein du groupe qu'on a avec les Verts libéraux, pourquoi pas? Disons que je ferme pas la porte. J'ai beaucoup apprécié la campagne, elle a été très demandante. Hein. J'ai beaucoup, j'ai pris un peu de poids, j'ai pas beaucoup dormi. Mon job a été très demandant parce que forcément, la campagne étant en mars, t'as les clôtures annuelles, t'as les audits, t'as les machins. Donc, j'étais un peu tiré dans tous les sens et ça a été très difficile d'assurer un équilibre pour ma famille, et j'ai toujours fait en sorte d'avoir du temps pour ma famille, mais voilà. Donc, je ferme pas la porte, ça a été très demandant quand même, ça va dépendre de plein d'autres critères, puis surtout savoir si le parti me soutient sur une candidature éventuelle. Donc voilà, il y a plein d'inconnus, mais pourquoi pas? Assermentation le 29 juin, tu as hâte de pouvoir enfin rejoindre l'arène avec des coéquipiers, des coéquipières? Ouais, je pense qu'on a un bon groupe. On a des profils très intéressants dans les deux partis, donc on va vraiment faire ce groupe Verts libéraux le centre à Lausanne. On a vraiment des profils très crédibles avec de super idées. On va pouvoir bénéficier on va dire des expérimentés du groupe, hein, surtout chez les Verts libres, hein, qui ont déjà plusieurs législatures dans les pattes. Donc ça va être super. On a un programme. En tout cas, on a déjà des idées de ce qu'on veut défendre. Maintenant, voilà, il y a plus qu'à avoir les commissions qui vont être distribuées. On a déjà un petit peu discuté, mais bon, pour l'instant rien n'est fait. Et on va pouvoir. Voilà, ça va être intéressant. Je pense que ça va être intense. Parce qu'on est un petit parti, donc on est un petit groupe, donc on évite dans toutes les commissions, contrairement aux grandes écuries comme le PS, qui a beaucoup de conseillers, donc du coup ils peuvent se répartir un peu le job. Là, le job va être concentré sur 7 personnes, donc forcément ça va être intense, mais ouais, j'ai hâte. Très bien. Ce podcast est produit par les jeunes du Centre Vaud et le Centre Vaud. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune aspirant à la politique? Une jeune aspirante. Enfin, je pense que faut rester soi-même. Faut aussi accepter que le jeune va changer dans le cours de sa vie, hein. Donc faut pas être trop arrêté sur des idées que tu as aujourd'hui et puis te fermer un petit peu d'esprit et puis rester dans ce carcan. Donc il faut vraiment être ouvert à l'écoute de ce qui se passe et puis mais défendre tes valeurs. Voilà, si tu as des valeurs humanistes, tu dois être bien dans tes baskets et pas trop faire de compromis, et je pense que c'est un peu ce que les jeunes du Centre Vaud font. Ils sont bien dans leurs baskets, c'est important pour eux de défendre leurs valeurs. Dans leur prise de parole, c'est ce qu'ils font. Et puis, il faut rester, je dirais, pas accessible, parce que je pense que tout le monde l'est un petit peu quand même, mais faut montrer que tu es dynamique, que tu t'ouvres aux autres, organiser des événements. Donc ça, c'est important si tu veux te lancer en politique, au début, il faut essayer de créer des liens, créer ton réseau, et les jeunes sont quand même là pour ça. C'est une belle plateforme avec les autres mouvements de jeunes. Tu as les débats dans les maisons de quartier. Voilà, ça, il faut être actif, je pense. Et puis après, il faut rester soi-même. Et si un jour, et c'est la première porte dans la politique, si tu te dis, écoute, ça me plaît pas plus que ça, c'est pas grave. Tu as au moins pu partager tes opinions, tes valeurs avec d'autres membres qui, eux, peut-être, vont partir dans les partis classiques, être élus à un moment ou à un autre. Donc, c'est important parce que c'est le premier pas de la démocratie, c'est ces groupes de jeunes. Et ça, c'est très, très important. Et puis, il n'y a pas que la politique dans la vie. Quand tu vois les jeunes, boire une bière, boire un thé froid, sortir sur une terrasse, ça fait aussi partie de cette vie en communauté, cette vie sociale. Et puis, c'est pour certaines personnes qui n'ont peut-être pas forcément envie de faire du sport ou faire partie d'un club de lecture, faire partie d'un groupe de jeunes en politique, ça peut être sympa aussi. Bien sûr. Écoute, merci en tout cas pour le temps que tu nous as consacré. Avec plaisir. Merci également aux auditrices et auditeurs de cette première émission. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker, commenter, partager. Enfin bref, vous connaissez aussi bien la chanson. Et on se retrouve tout prochainement pour un nouvel invité, un nouveau sujet et une prochaine discussion. Merci beaucoup.